maraboutisme par exemple, mais elle n'utilise pas la religion. Cette affaire-là, il faut savoir qu'elle-même, à un moment donné, dans les années, fin des années 70-80, a eu beaucoup mal à partir avec ses propres intégristes. Un mouvement intégriste très puissant s'est développé en France. Intégriste chrétien, bien entendu. Avec cet énergumène qu'on appelait Monseigneur Lefebvre, excommunié par le pape, ça a fait un boucan du diable, bref. Mais si ça ne vient pas de la France, c'est-à-dire comme base arrière, ça vient d'où? Là, il faut supputer. Il n'y a aucune trace, jusqu'à preuve du contraire, que c'est venu de l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucune trace. Nous n'avons aucune trace. C'est terrible. Nous n'avons aucune trace qui prouve que le mouvement de Bouyali était financé par l'Arabie Saoudite. Absolument. Si plus tard nous avons des traces, multiples d'ailleurs, d'un financement de l'Arabie Saoudite, éventuellement de l'Iran, d'un certain nombre de pays arabes, y compris d'un certain nombre de pays arabes laïcs, qui s'opposaient, etc., etc. Moi, je peux témoigner de cela à travers un témoignage qui m'a été, c'est une sorte de confession à l'époque, par Abdelkarim El-Kadariti, qui était dans la commission onusienne pour enquêter sur le cas Algérie à l'époque, lorsqu'ils sont venus en Algérie avec Suarez, etc. Il m'avait révélé un truc, d'ailleurs, que j'avais diffusé en partie, et que je garde le rush, il est très important, voilà, que beaucoup de pays arabes avaient intérêt au cataclysme algérien, et il y avait beaucoup de partenaires nationaux qui étaient impliqués avec des étrangers aussi bien arabes qu'aux méditerranéens qu'occidentaux dans le développement du processus d'éclatement de l'Algérie. Bref, si maintenant, est-ce que, à ton avis, le mouvement islamiste de Bouyali de 82, alors là j'ai deux questions. D'un côté, n'y avait-il pas une manipulation des services de Merbah à l'époque? C'était la fin de Merbah et l'arrivée de l'Khalaït. Est-ce qu'il n'y avait pas une main de la sécurité militaire, etc., pour contrer d'une façon des groupes qui montaient à l'intérieur du régime, et de l'autre côté, s'opposer indirectement à des mouvements de démocratisation en Kabylie, etc. Parce que l'islamisme aussi, à un moment donné, il peut se dire oh, Belatan, il y a des mouvements qui risquent de prendre le pouvoir, qui risquent de s'accaparer, j'allais dire, le devenir de l'Algérie, moi et ma place. Donc, tu vois, il y avait un enjeu. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense pour le moment, on avait commencé à procéder par des éliminations. On a éliminé l'ancienne puissance coloniale. On a dit qu'il est très peu probable que ce soit d'un point de vue financement, que ce soit d'un point de vue influence idéologique, cette propagation d'une logique d'un islam armé, d'un islamisme armé, peu probable que ça vienne très peu probable que ça vienne de la France. Ça aurait pu venir, c'est un paradoxe, ça aurait pu venir de l'Espagne. On va dire pourquoi l'Espagne. Parce que l'Espagne, jusqu'à 1976, était franquiste. Et 75, jusqu'à la mort de Franco. Jusqu'à la mort de Franco. Et l'Espagne franquiste était très liée au pays du Golfe et à l'Arabie Saoudite. Des textes existent, l'intérêt que le fascisme espagnol avait trouvé dans l'établissement de ponts et de passerelles avec essentiellement l'Arabie Saoudite, encouragé par les Américains. Les Américains qui déjà, je pense, avaient senti venir la fin proche du caudillo, déjà que la révolution avait basculé, avait secoué le Portugal, et ils voyaient venir les choses. Donc ils se sont dit peut-être que l'Espagne pourrait être une sorte de top dans l'Europe, parce que de toutes les manières, l'Europe qui était en train de se constituer ne pouvait pas faire l'économie de l'adhésion de l'Espagne.
C'est impossible. L'Espagne est un passage obligé vers la Méditerranée. C'est très possible. Deuxième élément qui me fait penser à ça, et ça, nous avons parlé de la mémoire revancharde d'un certain nombre d'États. Et l'Espagne est intéressée par ça. Elle a un compte à régler avec le régime de Boumediene. Le TA, exactement, il y a le TA, il y a les îles Canaries, les Oparennes, et il y a tous les mouvements sécessionnistes catalans. Et effectivement, il y avait une représentation d'un certain nombre de mouvements qui étaient contestataires de la dictature espagnole et qui s'aliénaient plus ou moins la sympathie donc, de l'Algérie. Et à l'époque, il était de bon temps de montrer l'Algérie comme du temps de Boumediene, l'Algérie qui avait l'aura révolutionnaire non seulement sur le continent africain, mais aussi sur le continent européen, c'est-à-dire jusqu'aux Irlandais. Voilà, nous avons deux exemples. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Et il y a le Maroc. Le Maroc a un contentieux avec l'Algérie. La deuxième partie de l'année 75, de l'année 70, de 75 à 80, nous étions à deux doigts d'une guerre avec le Maroc. Pourquoi nous étions à deux doigts de la guerre du Maroc? Pas en raison de l'affaire du Sahara occidental. Mais les Marocains ont été intégrés dans une force de frappe en Afrique, puisque, si les gens se souviennent, il y a eu l'affaire du parachutage français sur Colvézi. Et les Marocains ont participé. Donc il se constituait une force d'intervention militaire méditerranéenne, essentiellement belge, française et marocaine. Explique-nous à nos amis internautes cette affaire Colvézi. L'affaire Colvézi, Colvézi est une région minière qui se situe dans le Katanga, qui est la région la plus riche du Congo, de Mobutu à l'époque. Et cette région, je crois qu'il y a des diamants, il y a des richesses minières importantes. Des richesses minières fabuleuses, fabuleuses. Et il y a un mouvement sécessionniste, d'abord contre Mobutu, contre la dictature de Mobutu, un mouvement qui avait des liens avec l'Angola, ce qui explique l'implication de l'Algérie. L'Algérie avait investi beaucoup en Angola, du temps de Boumediene évidemment, avait porté un bout de bras à la révolution angolaise en collaboration très étroite avec les Cubains. Il s'est formé un axe, et c'est la réponse que j'ai donnée à quelqu'un qui a posé une question sur Res Publica. Sur Res Publica, j'ai donné une réponse très laconique et rapide, on peut y revenir. Il s'est constitué à la fin de cette période de Boumediene un axe qui explique pourquoi Boumediene a été amené à Moscou, et c'est à sa demande quand il a été malade. Il y a un axe qui se constitue, c'est Moscou, La Havane, Alger, Luanda. Et face à cet axe, s'est constitué un autre axe qui est Bruxelles, Paris, Rabat, Dakar. Sénégal, voilà. C'est ça l'affaire de Colvézi. Quand les rebelles, on les a appelés les rebelles, je dirais que c'était des révolutionnaires puisqu'ils défendaient leur pays contre les multinationales qui exploitaient leurs richesses. Quand ils ont voulu prendre en main leurs richesses, ils se sont trouvés devant une importante communauté de gens qui vivaient sur place et qui n'étaient pas du lieu, puisque c'était des Européens qui travaillaient pour les entreprises multinationales. Ils les ont pris en otage. C'est la version qui a été donnée par la presse. La version, donc, il y a des Européens pris en otage par ces horribles Katangais. Moralité, il faut intervenir. Il faut libérer les otages. Il faut libérer les otages, et ça vraiment, c'est antérieur à 2001. C'est ça. C'est logique. Et d'autant plus que les histoires de les prises d'otages ont été très popularisées, j'allais dire entre guillemets,
très médiatisé dans les années 73 avec la prise d'otage de Munich, la prise d'otage toutes les prises d'otages qui étaient liées à l'action révolutionnaire des Palestiniens, que ce soit le FPLP. C'était un mode opératoire très important. Des mouvements de résistance. Exactement. Donc, il y avait deux solutions. Il y avait la solution Bruxelles et la solution Paris. Bruxelles était prête à négocier. Bruxelles, en disant il vaut mieux aller à la solution négociée, voir comment on peut rapatrier ces otages, et ensuite on va négocier avec les Katangais et avec le gouvernement officiel de Mobutu. Les Français ne m'entendent pas de cette oreille. Autant les Belges, qui sont aussi colonialistes que les Français, mais dans un autre style, autant ils étaient pour une forme qui respecte les apparences, autant les Français... Du moins, une diplomatie... diplomatique, autant les Français ont voulu, par cette opération, montrer qu'ils étaient capables d'intervenir militairement et par la force, et qu'ils avaient à ce moment-là des troupes, ce qui était une manière aussi, ne l'oublions pas, nous sommes pratiquement dans la période, c'était Giscard d'Estaing aussi. Il est tombé en 81, Giscard d'Estaing. Oui. C'est la période de Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing voulait un peu prendre de l'aura, voulait réactiver Foccart à son service. C'est ça. Et Foccart, c'est pas seulement De Gaulle et Pasqua, c'est aussi, il peut être au service de la République et au service de la droite qui n'est pas la droite traditionnelle gaulienne. Et donc, il y a eu cette intervention violente, et les Français, évidemment, pour aller directement au Congo, n'ont trouvé de solution que de passer par le Maroc et d'embarquer les Marocains avec eux. Et il y a eu une opération aéroportée qui a conduit au saut sur Kolwezi et la libération des otages. Et là, on ferme la parenthèse. Oui. C'était juste une parenthèse sur l'affaire Kolwezi. Mais toi, à ton avis, il y a plusieurs pistes à suivre concernant la leçon. La leçon, et surtout, il ne faut pas l'oublier, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enchaînement des idées, de l'analyse, du contenu, etc. L'événement n'est là que pour appuyer ton analyse. Exactement. C'est-à-dire, à ton avis, tu penses que, parce que c'est un dossier qui n'a jamais été ouvert, qui est derrière le mouvement Bouyeri? Est-ce un mouvement spontané? Est-ce qu'une sédition, une rébellion d'un groupe qui en avait marre, etc., qui voulait s'opposer au régime au nom d'un quelconque projet islamique? Qui était derrière sur le plan financier? Qui est-ce qui les a soutenus? Sachant que le mouvement Bouyeri, jusqu'à son assassinat, c'est-à-dire en 1987, il a duré 5 ans. Pour un groupuscule comme ça, dans un pays qui a, pendant 5 ans, c'est quand même lourd de sens. Et c'est un mouvement important qui a résisté pendant des années et des années, et qui a essayé de sortir du carcan de la première région militaire, c'est-à-dire de la région de Boufalek, de Blida, de toute la zone, etc. Donc pour toi, il y a d'autres pistes éventuellement à suivre pour pouvoir comprendre ce mouvement qui a accompagné un autre mouvement social de revendication culturaliste, politique, etc., qui est le mouvement berbériste, c'est-à-dire le mouvement du printemps berbère. Je voulais ajouter un élément. Un élément un peu pour corroborer, soutenir cette idée que, d'abord, de l'implication du Maroc. Parce que le Maroc ne s'est pas impliqué comme ça. Il s'est impliqué aussi, dans la mesure où les Français se sont impliqués. Seuls, ils ne l'auraient jamais fait. C'est sûr. Il s'est impliqué aussi, question de dire aux Algériens, vous avez, passez-moi l'expression, emmerdé depuis les années 60, et en 75 ça a été le Somone. Il y a eu là quand même une confrontation directe à Amgala entre l'armée marocaine et ce qui apparaissait à tort ou à raison comme l'armée sahraoui, dans laquelle probablement un encadrement algérien n'était pas du tout à exclure. Même maintenant, les historiens
vont devoir faire leur travail sur la base d'archives. De toute façon, je voulais signaler que dans les numéros d'El Jarida, de 76, je ne sais pas lequel, mais on peut donner des détails plus tard, le PRS a donné une liste presque exhaustive des prisonniers algériens à la bataille d'Angara. Il dit algériens. Comment les a-t-il si ce n'est par le Maroc? Par le Maroc, parce que, bien entendu, lire la presse marocaine, je lui prête encore de bonnes intentions. Oui. Parce que, je l'ai dit, je le redis, je respecte l'homme politique qu'il a. En tous les cas, moi, je n'ai pas du tout voulu, lorsqu'on avait parlé de l'affaire du Sahara occidental, je n'ai même pas voulu te poser parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations, pas d'archives, pas d'informations, ni du côté marocain, ni du côté algérien, sur les prisonniers algériens au Maroc, et ça fait plus de 35 ans, et sur les prisonniers marocains en Algérie, et ça fait également exactement 35 ans. Nous ne connaissons rien. Des deux côtés, et surtout du côté marocain, les Marocains parlent toujours de prisonniers. Les Algériens, on n'a pas vu, ni sur notre presse nationale, ni le discours officiel, etc. Nous ne parlons pas de ça. En Algérie, on ne parle pas de ça. Mais du côté marocain, on continue à parler, etc. etc. Ils ont même lancé des associations dans ce sens. Et puis les Marocains d'Algérie, c'est-à-dire ceux qui ont été chassés d'Algérie en 1975, etc. L'Algérie également, on ne parle pas. Et ça, il y a un point d'interrogation. Les Algériens qui étaient très nombreux, et je pense que les Algériens qui étaient au Maroc depuis le mouvement national, la guerre de libération d'indépendance, je pense que les Algériens qui étaient au Maroc, ils sont de loin plus importants que les Marocains qui étaient en Algérie. Mais on n'en parle pas. Ces Algériens qui, au Maroc, et qui ont été chassés et qui ont continué à être chassés également. Des deux côtés, c'est-à-dire il y a une sorte d'opacité et de flou sur lequel jouent les deux régimes. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs.